Ce sont des chiffres qui n'ont pas fini d'être commentés. Cette semaine, le labo américain Pfizer a annoncé avoir commercialisé 2,3 milliards de doses de son vaccin contre la Covid-19 en 2021, prévoyant d'empocher ainsi la modique somme de 36 milliards de dollars. Alors l'année n'est pas terminée, ce sont des prévisions, mais le vaccin est d'ores et déjà le produit le plus commercialisé en un an dans l'histoire de l'industrie pharmaceutique. Bonjour Philippe Escande. Bonjour Julien. Éditorialiste économique au Monde. Alors naturellement, on va revenir bien sûr sur les réactions autour de ces chiffres, mais j'allais dire sur le strict plan économique, commercial, difficile de dire autre chose en fait. Oui, c'est un business c'est un succès business indiscutable. Alors c'est un succès business indiscutable, mais pas pour énormément de monde. Oui. Parce que là, on parle de Pfizer, c'est 36 milliards, il est le seul à atteindre ce volume. Et ce qui est assez étonnant, c'est que plus le temps passe et plus ses parts de marché augmentent. Oui. Et aujourd'hui, il a à peu près 70% des parts de marché aux États-Unis et 80% en Europe. C'était pas du tout le cas au printemps dernier, par exemple. Oui. Donc, en fait, plus ça va et en fait comme il a une certaine avance maintenant, ça a été le premier là, on l'a appris cette semaine à avoir une autorisation pour vacciner les enfants de 5 à 12 ans et donc à nouveau le premier sur le marché et donc il empoche un petit peu cette prime à la fois du premier arrivé et puis de celui qui a eu pour l'instant le moins de pépins sur son produit. Voilà, sur son produit. Et puis aussi le fait que c'est une très grosse entreprise industrielle et qu'il a de ce fait une avance un peu sur son rival Moderna qui a à peu près la même technologie, donc il y a un produit du même type, mais qui lui évidemment est une entreprise très jeune. C'est le premier produit qu'elle commercialise depuis 10 ans et elle doit faire confiance à des partenaires industriels un peu partout. C'est plus compliqué et donc elle n'a pas la même surface et la même échelle que Pfizer. C'est ce que vous appelez l'effet winner takes all. Vous signez une analyse sur le sujet dans le Monde cette semaine et finalement vous dites la force de Pfizer, c'est d'avoir été bon sur toute la ligne. Disons que oui, alors après tout ça est évidemment relatif, mais c'est vrai que Pfizer, qui est un laboratoire entre guillemets traditionnel, a eu plutôt l'intelligence d'aller chercher un laboratoire de biotechnologie spécialiste, qui est BioNTech en Allemagne, qui avait un produit, en tout cas qui avait une très grande expertise sur ce sujet-là, et qui a pu développer un produit en un temps record, ce que Pfizer n'aurait probablement pas fait dans ses propres laboratoires. Donc ça, c'est la première chose. Il a choisi ce partenaire et BioNTech de même a choisi de s'associer avec un très gros laboratoire pharmaceutique parce qu'il savait qu'il n'aurait pas les reins assez solides pour faire toutes les campagnes de tests, d'essais et puis ensuite la production industrielle. Et puis après, effectivement, il y a toute la mise en place d'abord des essais pour obtenir les agréments et puis ensuite qui coûte très très cher, et puis ensuite évidemment la production industrielle, la logistique. C'était pas évident au départ parce que c'est un vaccin qui doit se conserver à des températures extrêmement basses, moins 40 degrés, donc ça demandait une logistique incroyable, et finalement ils ont quand même réussi de tous les fabricants de vaccins. Rappelez-vous AstraZeneca, les problèmes qu'ils ont eus, ils avaient promis des doses qu'ils n'ont pas pu livrer, ça y a eu un scandale avec l'Union européenne, etc. Il y a moins eu ce genre de choses avec Pfizer et du coup, ses parts de marché ont augmenté de façon considérable. Alors, ce que l'on apprend, Philippe, en vous lisant, c'est que finalement, ce succès-là redore un petit peu le blason du produit vaccin, si je puis dire, qui est une gamme que les labos pharmaceutiques avaient un peu eu tendance à abandonner ces dernières années. Pour quelle raison ? Oui, c'est un peu le vaccin, en dépit de ce qu'on peut penser spontanément, c'est un peu le mal-aimé des laboratoires pharmaceutiques. En tout cas, c'est un produit qui n'avait pas de très bonne réputation. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un produit qui est assez complexe à fabriquer, qu'on va injecter à des gens qui sont bien portants. Donc, s'il y en a qui tombent malades, évidemment... ça soulève des problèmes de réputation très importants, qui en plus est en but aux antivax, qui mènent des campagnes, etc. Donc
c'est un produit très visible et donc très, très risqué sur la réputation. D'autre part, c'est pas un produit qu'on vend en pharmacie à l'unité, mais qu'on vend en général en très grand lot à des pays qui font des campagnes de vaccination. Et ces pays, comme c'est des achats en très grand lot, ils demandent des rabais. Et donc la marge qu'on peut faire sur ce médicament est un peu plus réduite. Et puis la dernière chose, c'est que en général, et souvent, c'est un produit one-shot, comme on dit, c'est-à-dire qu'on fait une injection ou deux, et puis après, c'est fini, et la personne qui a été vaccinée, elle reviendra dans 10 ans. Mais là, en l'occurrence, la Covid va demander des injections régulières, voire annuelles, en fait. C'est ça qui est intéressant pour Pfizer, notamment. Oui, tout à fait. Alors ça change. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que c'était des produits, voilà, on se fait vacciner pour 10 ans pour, je sais pas quoi, la fièvre jaune, et puis ensuite, on revient pas. Et c'est évidemment beaucoup moins rentable qu'un produit contre une maladie cardiovasculaire qu'il faut prendre tous les jours. Hein, mais c'était la situation actuelle. Oui. Alors, effectivement, maintenant, en tout cas, Pfizer commercialise une 3e dose, travaille sur la 4e et étudie la possibilité que ce soit éventuellement une injection annuelle. De la même façon, Moderna travaille sur un produit qui pourrait combiner à la fois la Covid et la grippe, c'est-à-dire quelque chose qui reviendrait tous les ans. Mais est-ce que cet appétit, finalement, c'est pas j'allais dire, un problème de riche, en l'occurrence, spécifique à Pfizer, finalement? Est-ce que tout le monde a le même avis sur le sujet? Je pense que si on pose, par exemple, la question à Sanofi, est-ce que vraiment on aura la même réponse? Le cas de Sanofi est particulier parce que c'était un des rares labos qui était resté fort sur les vaccins. C'était même à un moment les premiers mondiaux sur les vaccins. Et qui a eu beaucoup de difficultés avec la vaccination Covid. Et voilà. Et alors lui, la difficulté qu'il a eue, c'est que il est allé chercher un partenaire très tard. Il n'a pas développé en son sein la nouvelle technologie des vaccins à ARN messager. Il a fait confiance à sa propre expertise et en plus, il a fait des erreurs dans les procédures de mise au point et de test. Et du coup, ça lui a fait prendre quasiment un an de retard. Donc, il a été exclu de ce marché alors que c'était un des rares spécialistes. Mais même lui, ne faisait pas des vaccins sa priorité. Sa priorité maintenant, comme la plupart des laboratoires, c'est la lutte contre le cancer. Et c'est vrai que du coup, il avait eu des problèmes avec un vaccin contre la dengue, où il y a eu des gens qui sont tombés malades aux Philippines, qui ont donc intenté un procès. Il a dû retirer son produit. Il y a d'autres d'ailleurs, Novavax par exemple, qui est un spécialiste américain des vaccins, a été quasiment ruiné par le fait qu'il n'arrivait pas à sortir de nouveaux vaccins à temps. Donc il y a effectivement cette mauvaise réputation, et avec la technologie d'ARN messager, en tout cas c'est ce que promettent des gens comme Moderna et BioNTech par exemple, eh bien ce sera beaucoup plus simple d'établir une nouvelle formule vaccinale. Il suffira d'avoir l'ADN du virus pour très rapidement, comme on l'a fait avec la Covid, mettre en place un vaccin. Et donc ça, effectivement, ça change par rapport à un vaccin, par exemple, contre le paludisme. Hein. C'est un truc, ça fait 20 ans qu'on cherche un vaccin contre le paludisme et on n'a toujours pas de vaccin au point injectable à des millions d'Africains qui en meurent tous les ans. Bon, c'est peut-être la reprise d'un certain nombre de recherches vaccinales. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Escande. Je rappelle que vous êtes éditorialiste économique au Monde. Merci de nous avoir fait partager justement votre analyse sur le sujet aujourd'hui en direct sur Boursorama.